Apollinaire, c'est un de mes poètes favoris. Il y en a d'autres, mais j'ai toujours beaucoup aimé Apollinaire. Et je vais vous faire une confidence, je ne vais pas lui laisser le temps à ma fille de le faire. Je vous souhaite d'avoir Apollinaire au baccalauréat, parce qu'avec Apollinaire, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce qu'Apollinaire, il a tout fait. Donc, même si le prof interrogateur vous regarde un peu de travers, vous ne pouvez pas vous tromper avec Apollinaire. Apollinaire, il a tout fait, il a tout dit. Et comédienne, qui est ma fille, est tombée au baccalauréat sur le pont Mirabeau d'Apollinaire. Voilà. Du bac sans problème. Alors, qui est ce Guillaume Apollinaire? Guillaume Apollinaire, c'est un poète qui, dès l'enfance, s'est intéressé à la lecture. S'est intéressé à la lecture parce qu'on ne peut pas écrire, que ce soit de la poésie ou un roman ou un récit, si on n'est pas amoureux des mots. Or, Apollinaire était amoureux des mots. Et Apollinaire, il a cette particularité, c'est qu'il va être une espèce d'aventurier des mots, il va aller un peu partout, il va voler des visages, il va voler des histoires, il va voler un tas de trucs, mais au lieu de les voler et d'en faire un plagiat, c'est-à-dire de les utiliser sans que ça lui appartienne, il va les métamorphoser en permanence. Et il va tout utiliser, il va absolument tout utiliser dans le vocabulaire comme dans la syntaxe. Alors, il est né, Guillaume Apollinaire, fils de Madame Kostrowski. C'est une Polonaise qui a pour particularité d'aimer beaucoup les hommes et d'aimer beaucoup le jeu. Et encore par-dessus tout ça, d'aimer l'argent. Et Madame de Kostrowski, de son prénom Angelica, va voyager beaucoup. Et elle va se retrouver avec un Italien qui va, soi-disant, parce qu'il a une drôle de vie, Apollinaire, être le père de ses enfants. Or ça, aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui était vraiment le père de Guillaume Apollinaire. On suppose que c'est Francesco d'Asperger, mais on n'en sait rien, parce que ce Francesco n'a jamais reconnu les enfants. Et Apollinaire, s'il a vu de temps en temps ce qu'on prétend être son père, ne sait pas exactement qui était son père. Alors lui aussi, il s'est fait tout un film en pensant qu'il était le fils de celui-ci, de celui-là. On prête même à un évêque ou au curé de Monte-Carlo d'avoir été le père d'Apollinaire. Si bien que dès l'enfance, Apollinaire va être quelqu'un qui a pour origine une mère qui est complètement instable et un père qui n'est pas là. Donc, Apollinaire, c'est un enfant qui doit se faire tout seul. Et il va se faire tout seul à travers des lectures, parce que très jeune, il va aimer lire, à tel point que quand il est entré en 6e, il commence un roman. Après avoir lu Jules Verne, il veut être romancier. Aujourd'hui encore, on cherche si on peut retrouver des traces de ce roman, parce qu'on n'a jamais retrouvé. Il a commencé à écrire ce texte avec un de ses camarades de classe, et on n'a jamais retrouvé ce roman en question. Donc c'est une sorte de... Et en même temps, il n'en souffre pas. Il ne souffre pas du fait de ne pas avoir de père, ni même d'avoir une mère étrange. Il est comme ça, et il va voyager beaucoup. Alors je vais vous suivre, je vais vous le faire suivre un petit peu, et à travers ce que je vais vous dire, Ève va couper avec des textes pour ne pas que ce soit trop monotone, et pour bien vous mettre en image ce qu'était ce personnage. Parce qu'Apollinaire, c'est un personnage hors du commun. Aujourd'hui, on parle d'Apollinaire uniquement presque avec le poète
et non pas avec son œuvre. On a été très longtemps à ignorer son œuvre. Or, vous, pour le bac, il vous faut l'œuvre. Or, on parle d'Apollinaire poète, mais Apollinaire, quand on a commencé à parler de lui, on a parlé de lui avec les poèmes comme le Pont Mirabeau, comme ses poèmes à Marie, les poèmes à Lou, les poèmes à toutes les femmes qu'il a aimées, et Dieu sait s'il en a aimé. Et on a oublié qu'au démarrage, Apollinaire, il écrivait en prose. Apollinaire a commencé par écrire en prose. C'est pour ça que je vous ai dit il y a 30 secondes qu'on ne pouvait pas se tromper, parce qu'il a commencé par écrire de la prose. Et c'est à partir de la prose qu'il a écrite qu'on a extrait les poèmes qu'on ne savait pas au démarrage. À tel point qu'on a édifié, je vais vous dire sur le parcours, en Belgique, on a édifié des stèles à la poésie d'Apollinaire. Et ces stèles, on les a édifiées en 1935. 1935, Apollinaire était mort depuis 1918. Donc vous faites le rapport entre 18 et 35, donc longtemps après. Mais pour la Belgique, là où je vais vous conter l'histoire, il s'appelait de Kostrovitsky, Willem de Kostrovitsky. Et on ne faisait pas le rapport quand on a fait les stèles en 1935 avec Guillaume Apollinaire. Et c'est le même personnage. C'est vous dire si on avait peu cherché ce qu'il y avait dans la poésie, dans l'écriture d'Apollinaire. Et on cherche encore aujourd'hui. Et pour avoir travaillé pour vous et pour d'autres, et puis surtout par passion pour Apollinaire, et pour avoir cherché beaucoup, avoir lu la Pléiade, avoir lu les petits livres que j'ai apportés, les chercheurs, les professeurs comme le vôtre, agrégés, des professeurs-chercheurs, ne sont pas d'accord sur la vie même et le travail d'Apollinaire. C'est pour ça que je vous ai dit, vous n'allez pas vous tromper, parce qu'en réalité, même ce que nous, on va vous dire, si, on va vous dire des poèmes, ça, c'est bien signé Apollinaire, je vais bien vous donner en gros un parcours, mais c'est celui que moi, j'ai pris à travers des recherches qui ne sont pas des recherches complètement sûres et surtout qui ne sont pas terminées. Apollinaire, il est mort dans son corps, il n'est pas mort ni dans l'esprit, ni dans son œuvre, puisqu'on ne la connaît pas en entier. Il est mort comme tout le monde meurt, voilà. Mais il n'est pas mort complètement, puisqu'on ne sait pas exactement où il est. Alors donc, Madame de Kostrovitsky met au monde un garçon auquel elle donne, déjà là, c'est quelque chose d'extraordinaire, elle lui donne 5 ou 6 prénoms, dont Willem, et donc Guillaume. Et elle va toujours, surtout pour le disputer, parce qu'elle va passer sa vie à le critiquer, à le disputer, elle l'appelle Willem. Donc il s'appelle Guillaume. Alors, elle le met au monde le 26 août 1880, et elle ne le reconnaît que le 2 novembre suivant. Donc déjà, le bébé est né et elle ne le reconnaît pas. Donc déjà en venant au monde, il n'a ni père ni mère. Le 18 juin, 2 années plus tard, elle met au monde un autre garçon qu'elle va baptiser Albert, et lui, elle ne va le reconnaître que 6 ans plus tard. Donc l'instinct maternel chez la maman de Guillaume Apollinaire, il est assez court, puisque c'est 6 ans après qu'elle reconnaît son fils. Alors, la mère, elle passe son temps à voyager. Donc elle abandonne ses enfants n'importe où en Italie, puisque le papa officiel est d'origine italienne. Elle se promène et le petit Guillaume, abandonné à lui-même, va énormément lire. Il va suivre une école, un coup à Paris, un coup à Monaco, un coup à Cannes, puis il va finir ses études à Nice. Il va passer le bac. Et puis en étant un élève brillant, il va échouer au baccalauréat en première. Mais ça ne l'empêchera pas de faire une carrière extraordinaire. Ne faites pas comme lui de même, et bon, en 1899,
donc Apollinaire, Guillaume, William et le reste de sa suite de prénoms, se trouve avec la maman qui décide de partir en Belgique. Et là, Guillaume Apollinaire et son frère, Albert, qui a donc 7 ans, 6 ans moins que lui, 6 ans, puisque moi, 82, je ne sais pas compter. Non, 2 ans moins que lui, pardon, 2 ans moins que lui. Albert, qui a 2 ans moins que lui, ils vont se retrouver l'un à 19 ans, l'autre à 17 ans, en Belgique, abandonnés. Parce que la maman a trouvé le moyen d'aller dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel de la Clé d'Or, à Spa, dans la ville de Spa, dans les Ardennes. Et là, elle espérait qu'on allait ouvrir un casino. Comme elle est très joueuse, elle espérait qu'elle allait pouvoir aller se faire une grande santé financière. Et elle est partie en Belgique avec un amant qu'elle considère comme l'oncle d'Apollinaire, qui n'a rien à voir avec, qui s'appelle Jules Veil, et qui va pendant un moment s'occuper des enfants. Et puis quand elle voit que le casino qu'elle attendait ne s'ouvre pas, elle repart à Paris. C'est en juillet 1899. Et là, elle repart, mais elle laisse ses enfants en Belgique. Elle les laisse dans une pension, la pension Constant, qui existe encore aujourd'hui, sous le nom du Haut Mal-Aimé, Hôtel du Mal-Aimé. Elle les abandonne. Donc les 2 enfants vont se trouver 17 et 19 ans, tout seuls, dans les Ardennes. Et là, ils vont commencer à se promener. Et c'est là que Apollinaire va écrire, alors qu'il a 19 ans, à peu près tout ce qui va être le fondement de sa poésie. Il va là choisir de parler avec les gens des villages qu'il rencontre. Alors ils font tout un périple. Ils se lèvent très tôt le matin et puis ils se promènent. Ils ne sont pas très honnêtes, ils ne sont pas très faciles à vivre. Ce sont des adolescents, un peu plus grands que vous, mais livrés à eux-mêmes. Donc ils se promènent. Et ils vont, parce que là, ils vont parcourir toute la région. Alors il y a la ville de Stavelot, eux ils sont à l'hôtel Constant à Stavelot. Il y a la ville de Stavelot, il y a Spa, il y a Foucarmont, il y a les Trois Ponts, un tas de villages qu'ils vont comme ça parcourir. Et ils vont faire la connaissance des gens. Et Apollinaire, qui est très curieux, va même essayer, parce qu'ils sont en région flamande, en région plutôt wallonne, et il va essayer d'apprendre le wallon. Si bien qu'en moi, en lisant, un siècle et demi après, en lisant Apollinaire, j'ai quelquefois du mal avec certains mots, parce que ces mots sont des mots wallons, et comme dans mes nombreux dictionnaires, je n'ai pas le wallon, il m'arrive de buter sur des mots. Si bien qu'il y a des gens qui rechignent quelquefois à lire du Apollinaire, parce qu'ils trouvent que c'est obscur. C'est pas obscur, c'est parce que Apollinaire utilisait absolument tous les matériaux qu'il avait à disposition. Donc dès qu'un mot lui plaisait, il l'utilisait. Alors hier, j'ai cherché, ou avant-hier, je ne sais plus, maclotte. J'ai eu beau chercher maclotte dans tous mes dictionnaires, si vous le trouvez, vous me donnerez la solution. Je n'ai pas trouvé ce que voulait dire ce terme. Et c'est certainement un mot qu'il a emprunté au vocabulaire wallon. En plus, comme il rencontrait les gens, qu'il était très sociable, il pouvait rencontrer aussi bien et sans aucun mépris en disant des termes comme ça, quelqu'un qui était un cuisinier, quelqu'un qui était un cordonnier, quelqu'un aussi bien qu'un professeur, et il utilisait aussi le langage de ces gens-là, qui est du langage du courant, et on trouve chez Apollinaire des rimes extraordinaires. Il y a des rimes à un moment où il est enfermé en prison, Ève vous lira un poème là-dessus, au moment où vous avez une souris qui apparaît.
Vous vous demandez ce que vient faire la souris. Eh bien, il peut y avoir des souris en prison, d'accord, mais elle n'a rien à voir avec l'espèce d'état malheureux, d'état de détresse dans lequel on sent que le poème, c'est ce que veut dire le poème, et en même temps, il y a une souris qui trotte. Voilà. Et il va réussir à passer du triste au gai, comme ça, parce qu'il utilise absolument tout ce qu'il a sous la main. Alors, il va ainsi visiter le château des moines de Stavelot, Famporchamps, Malmedy. À Malmedy, il y a une abbaye, et une abbaye qui est jumelle de celle de Stavelot. Et l'abbaye de Stavelot, il va souvent aller la voir, cette abbaye. Mais l'abbaye de Malmedy, qui est sous l'empire prussien de l'époque, donc elle appartient à la Prusse, elle a la politique de la Prusse, et l'abbaye de Stavelot a la politique de la Wallonie. Et il va se retrouver avec des poèmes. On va trouver des poèmes chez lui dans une abbaye qui sont des poèmes avec une tendance bienveillante pour la Prusse et de temps en temps des poèmes bienveillants. Alors là aussi, on pensera qu'il est changeant. Non, non, non. Ce qui change, c'est le lieu dans lequel il se trouve et il a l'influence du lieu. Alors, il va se promener dans un coin qui s'appelle, dans une région qui s'appelle les Fagnes. Est-ce que vous savez ce que sont les Fagnes? Non, je suis là pour vous dire. Les Fagnes, c'est une région de tourbière, c'est une région marécageuse et où il est très difficile de passer. Et il va y avoir, et c'est d'ailleurs là, les stèles dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a découvert que c'était le même Apollinaire que Kostrovitsky, ils sont installés dans les Fagnes. Donc il va aller dans les Fagnes, il va se retrouver près de la grande cascade, il y a un cours d'eau qui s'appelle l'Amblève, il va arpenter l'Amblève dans un sens, dans l'autre, et tout ça, si je vous dis ça, c'est parce que tout ça, ce sont les matériaux de la poésie et du travail d'Apollinaire. Parce qu'au milieu de tout ça, il plante ses personnages, il plante tout ce qui est son imaginaire, et il a un imaginaire fabuleux, et il fait un amalgame, un mélange avec tout ça, et il en tire après, parce que là, on est en 1899, et quand on va commencer à parler vraiment d'Apollinaire, même si avant il a rencontré Picasso, même s'il a rencontré Derain, même s'il a fait des rencontres extraordinaires, même si même il a été emprisonné, avant, on ne parlait pas d'Apollinaire. Et la première fois où on va parler de l'écriture d'Apollinaire, en réalité, c'est en 1913. C'est en 1913 avec Avicole. Or, pendant 14 ans, on n'a pas parlé d'Apollinaire, qui pourtant avait presque déjà tout écrit, même s'il a remanié. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'il a écrit, parce qu'il a remanié une fois, il a remanié une deuxième fois. Mais il était tellement amoureux de ce qu'il écrivait qu'il changeait. Et puis sa nature, c'était une nature changeante. Je vais vous dire, c'est peut-être pour ça que je l'aime, puisque moi, je suis, sans me comparer à Apollinaire, je suis un peu comme ça. J'aime ce qui bouge, et voilà. Et c'est pour ça peut-être que je fais une fixation à ce poète. Voilà. Alors, il a une vie d'aventurier, il est curieux et à l'affût de tout. Voilà. Et tout ça, c'est pas pour se donner un genre, c'est tout simplement parce qu'il a l'impression qu'il s'enrichit intellectuellement. Celui qui n'est pas curieux ne s'enrichit pas, c'est évident. Alors il s'attache à tous les personnages, à tous les paysages. Alors il y en a un qui s'appelle Guyane de personnages. C'est un malade mental et il devient presque son ami. Voilà. Mais ce Guyane, quand il a bu un petit coup, et Apollinaire lui paye à boire, quand il a bu un petit coup, il devient conteur. Et il lui raconte l'histoire des femmes, des trois roses, des trois ponts. Il lui raconte l'histoire de la pierre du diable. Et tout ça, Apollinaire le prend à son compte pour se fabriquer son intérieur à lui, son paysage à lui. Alors il y a la pierre, il y a le diable, il y a les trois pas, il y a Gaspard Tassin, il y a Thomas le Babot. Tout ça, ce sont des gens du commun des mortels. Il aurait pu nous rencontrer, vous ou moi, si vous avez été là à cette époque-là.
Voilà. Et puis il essaie de leur parler en wallon. Voilà. Pour lui, c'est une langue nouvelle et ça lui convient. Voilà. Et pendant ce temps-là, la maman Angelica est repartie à Paris avec Jules Veil et elle lui écrit. Mais elle lui écrit pourquoi à son fils? Pour lui demander de l'argent. Or lui, il est adolescent, il n'a pas de métier et il est abandonné dans une pension de famille. Voilà. Alors, dans cette pension de famille, et puis aussi dans un bistrot où il va boire de temps en temps, dans un café, il rencontre une fille qui s'appelle Marie Dubois. Pour Apollinaire, il n'a jamais avoué, alors qu'il a 19 ans, d'autres amours avant. Ça, c'est Apollinaire lui-même qui le dit. Soi-disant, la première femme qu'il a aimée, c'est Marie du café où sa mère l'avait abandonné, ou à côté du lieu où sa mère l'avait abandonné. Alors, voilà, Marie Dubois, la première Marie. Elle est extraordinaire. Elle m'a donné son fil conducteur et elle a fait tout à fait autre chose. Je ne savais plus trop à quel moment j'allais intervenir. Mais c'est la passion apollinaire. Vous y dansiez, petite fille. Y danserez-vous, mère grand? C'est la maclotte qui sautille. Toutes les cloches sonneront. Quand donc reviendrez-vous, Marie? Les masques sont silencieux. Et la musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Oui, oui, je veux vous aimer, mais vous aimez à peine, et mon mal est délicieux. Les brebis s'en vont dans la neige, flocons de laine et ceux d'argent, des soldats passent. Et que n'ai-je un cœur? Moi, ce cœur changeant, changeant, et puis encore, que sais-je? Sais-je où s'en iront tes cheveux, crépis comme mer qui moutonne? Sais-je où s'en iront tes cheveux et tes mains feuilles d'automne, qui jonchent aussi nos aveux? Je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras. Le fleuve est pareil à ma peine. Il s'écoule et ne tarit pas. Quand donc finira la semaine? Ça, c'était la première Marie, une deuxième Marie. Mon destin, ô Marie, est de vivre à vos pieds, en redisant sans cesse, ô combien je vous aime, ô faible voix qui me trompiez. Je ne sais plus comment on bâtit un poème. J'ai trouvé quelquefois des rythmes langoureux qui faisaient palpiter tout l'amour sous les feuilles. Et je ne trouve rien que ces vers malheureux qui méditent ma mort, pourvu que tu la veuilles. Voilà. Il y a de bien quand Ève dit les poèmes, j'espère que vous l'avez entendu, c'est la musique. Il y a une musique extraordinaire dans ce que dit Apollinaire. Il n'a pas d'instrument de musique, il joue de la musique avec les mots. C'est exactement ça. Il joue de la musique avec les mots. Alors les deux maris, ce ne sont pas les deux mêmes maris. Mais pour suivre le parcours d'Apollinaire, je viens de vous le dire, c'est difficile. Mais pour suivre les amours d'Apollinaire, je crois que c'est encore plus difficile. Parce que la première Marie qu'il aime, soi-disant que c'est la première, mais il y en a peut-être eu d'autres avant, enfin lui il dit que non. Mais aussitôt après, il y a une Linda, il y a une Clotilde, il y a Anna. Et à chaque fois, comme Apollinaire est quelqu'un qui parle énormément, il va leur écrire des poèmes. Et la deuxième Marie dont vous a parlé Ève, on la retrouve un peu plus loin dans l'histoire d'Apollinaire. Il s'agit de Marie Laurencin, le peintre, avec d'ailleurs lequel
avec d'ailleurs, il va être photographié avec Marie-Laure Mansin sur une toile, pas une photographie, c'est une toile du douanier Rousseau, parce que il va, pendant tout son parcours, et puis il est tellement curieux, il va rencontrer en particulier Picasso, il va aider Picasso, Picasso est au tout début de sa peinture, et il va aider Picasso dans la mesure où on ne comprend pas la peinture de Picasso. On ne comprend pas pourquoi des bleus, des rouges, comme ça. Et lui va faire des critiques d'art pour se gagner un peu d'argent. Et il va tomber sur la peinture de Picasso. Et il va être un des premiers à admirer Picasso. Et non seulement Picasso, mais il va adorer le poète Max Jacob, il va adorer André Derain, le peintre, il va adorer Dufy, le peintre, et il va signer que c'est un touche-à-tout. Et je pense, c'est une vision personnelle, mais Apollinaire est mort, il avait 38 ans. Je pense que si Apollinaire n'avait pas été blessé, et puis si après il n'était pas mort de la grippe espagnole parce que fragilisé par sa blessure au front, je pense qu'il aurait peint. Parce qu'après vous avez la série des calligrammes, où quand il met les poèmes au visuel, on les voit soit avec des ailes de papillon, soit avec des coups. Déjà, lui aussi, avec les mots, il dessine. Donc je pense qu'il aurait continué à dessiner. Si je vous le dis, c'est parce que, sans le comparer encore une fois à Apollinaire, j'écris depuis toujours. Mais je sais combien est proche la frontière, et Ève écrit aussi, Ève écrit et elle dessine aussi, combien est proche la frontière entre la musique, la peinture, la sculpture et la poésie. Il n'y a presque pas de frontière. Quand on écrit, et en particulier quand on écrit et qu'on fait éditer des poèmes, on veut que les poèmes aient une certaine mise en forme pour qu'à l'œil déjà, on ait lu le poème. On le lit avec la bouche et on le lit avec l'œil. Et Apollinaire avait cette façon de voir. Et pourquoi j'aime justement Apollinaire, c'est qu'il a été un des premiers à faire ça. Parce qu'avant Apollinaire, on présentait le poème dans sa structure classique. C'est-à-dire, tu le vois comme ça, il a une largeur, il a une hauteur, tu le lis et tu le dis avec ses rimes. Or, Apollinaire fait sauter tout ça, il fait même sauter la ponctuation. Parce qu'il part du principe que quand on lit un poème, comme Ève vous lit les poèmes, on met l'arrêt là où on veut. On peut s'arrêter 1 seconde ou 2 secondes, suivant sa propre respiration. Et c'est en donnant un autre souffle au poème qui est écrit qu'on recrée le poème. Et c'est l'avis d'Apollinaire. C'est ce qu'il pense. Et il a été le premier à faire ça. Alors donc voilà, ils sont toujours là-haut et ils passent 3 mois à la pension. Mais au bout de 3 mois, le monsieur de la pension, qui a 2 adolescents à nourrir, à loger, se dit mais j'en ai assez, et il demande des comptes à Apollinaire. Apollinaire ne peut pas payer la pension, il n'a pas d'argent. Donc il réclame à sa mère le montant de la pension de là où ils ont été abandonnés, juillet ou septembre. On est le 5 octobre. Et Madame Angelica envoie d'abord une lettre d'insulte à son fils et elle lui dit « Vous revenez sans payer. C'est tout simple, vous ne payez pas, vous vous sauvez. » Donc, un matin du 5 octobre 1899, les 2 enfants, dont la mère a avancé l'argent du train, et uniquement du train pour faire Spa-Paris, c'est-à-dire les Ardennes-Paris, vont prendre le train. Mais Apollinaire et son frère ont honte. Ils ont honte de se sauver comme ça, et surtout, ils ont peur qu'on les surprenne. Donc, au lieu de partir par la gare de Stavelot, ils vont aller chercher un train dans un des petits, puisqu'ils ont bien arpenté la région, à la gare de Roanneau,
qui se trouve à quelques kilomètres, et ils vont monter par la montagne, et le matin, ils vont prendre le train, il fait un froid de loup, et ils s'en vont, et ils regagnent Paris, où ils retrouvent Madame de Kostrovsky et son amant. Voilà. Mais elle ne leur a rien donné de plus. Donc le monsieur de la pension se retrouve avec une pension non payée, et il porte plainte. Mais il porte plainte contre la mère, mais il porte plainte aussi contre Guillaume Apollinaire. Donc, il arrive à Paris, on est au tout début 1900, il va arriver à la préfecture de police de Paris, non pas parce qu'il est parti sans payer, mais parce qu'aussitôt, il se rend bien compte qu'il faut qu'il travaille. Donc, il va chercher du travail. Alors, il va faire des tas de petits boulots. Il va faire des tas de petits boulots, et comme il est très sociable, il va rencontrer des gens, aussi bien des gens très bien, que des gens plus ou moins malhonnêtes. Il va tomber en particulier sur un avocat, qui est un avocat véreux, qui va lui demander d'écrire des textes plutôt obscènes, c'est-à-dire un peu bizarres, n'est-ce pas, mais pas très charmants. Il va écrire pour ce monsieur, il va écrire dans une revue où on fait du feuilleton, c'est-à-dire des choses à la journée, il fait une histoire tous les jours. Il va se faire un petit peu rouler par tout le monde, mais il va au moins pouvoir vivre. Et sa mère évoque toujours des problèmes financiers, voilà. Et en 1901, il a un petit peu plus d'argent parce que justement, quand on écrit des choses qui ne sont pas forcément très belles, on les vend quelquefois mieux que des choses qui sont belles. C'est comme ça n'a pas changé, c'est toujours comme ça. Et il va donc avoir un petit peu d'argent et il va se mettre à faire le tour de l'Europe. Alors il va visiter la Prusse, la Rhénanie, est-ce qu'il va encore je ne sais plus. Il va un petit peu partout. Hein, la forêt noire, enfin bon, il se balade. Et il va faire la connaissance d'une dame qui s'appelle la comtesse de Milhaud, qui a de l'argent, et qui a surtout la comtesse de Milhaud, M-I-L-H-A-U-D. Il va rencontrer cette comtesse et elle va lui permettre d'abord de souffler un peu, et puis cette dame, elle a une préceptrice qui s'appelle Annie Pléden. C'est une Anglaise, P-L-A-Y-D-E-N, et Annie Pléden, comme Apollinaire est amoureux de tout ce qui est féminin, Apollinaire tombe amoureux d'Annie Pléden. Et il va essayer de séduire Annie Pléden. Ce qui ne plaît pas ni à sa mère, ni à la comtesse de Milhaud, mais lui, il va s'employer à essayer. Il lui demande même de l'épouser. Ce qu'elle ne veut pas, ce qu'elle ne fait pas. Et puis il tombe en même temps, c'est là qu'il tombe amoureux de Linda, qui est la fille d'un professeur des bouffes parisiens, parce qu'il travaille aussi aux bouffes parisiens. Il va tomber amoureux d'une autre qui s'appelle Anna. Il fait que ça. Et alors là, il commence à écrire les contes. Il écrit des contes où se mêle son imagination et les personnages qu'il a rencontrés quand il était avec son frère dans les Fagnes, aux Trois Ponts, avec les Trois Rousses, avec Guyane qui lui racontait des histoires. Il commence à écrire là. Voilà, et il s'intéresse à tout ce qui se crée et il s'exprime surtout en prose. Dans la maison du vigneron, les femmes cousent. Henschen remplit le poêle et met l'eau du café dessus. Le chat s'étire après s'être chauffé. Gertrude et son voisin Martin enfin s'épousent. Le rossignol aveugle essaya de chanter, mais l'effraie ululant, il trembla dans sa cage. Ceci
près là-bas a l'air du pape en voyage sous la neige. Le facteur vient de s'arrêter pour causer avec le nouveau maître d'école. Cet hiver est très froid. Le vin sera très bon. Le sacristain sourd et boiteux est moribond. La fille du vieux bourgmestre brode une étole pour la fête du curé. La forêt, là-bas, grâce au vent, chantait à voix grave de grand orgue. Ketty, tu n'as pas bien raccommodé ces bas. Apporte le café, le beurre et les tartines, la marmelade, le saindoux, un pot de lait. Encore un peu de café, Lenchen, s'il te plaît. On dirait que le vent dit des phrases latines. Encore un peu de café, Lenchen, s'il te plaît. L'autre, es-tu triste, ô petit cœur? Je crois qu'elle aime. Dieu garde. Pour ma part, je n'aime que moi-même. Chut. À présent, grand-mère dit son chapelet. Il me faut du sucre candi, Lénie. Je tousse. Pierre mène son furet chasser les lapins. Le vent faisait danser en ronde tous les sapins. L'autre, l'amour rend triste. Jésus, la vie est douce. La nuit tombait. Les vignobles aux cèpes tordus devenaient dans l'obscurité des ossuaires. En neige et repliés gisaient là des suaires et des chiens aboyaient aux passants morfondus. Il est mort. Écoutez. La cloche de l'église sonnait tout doucement la mort du sacristain. Lise, il faut attiser le poêle qui s'éteint. Les femmes se signaient dans la nuit indécises. Quand avec Ève, on a choisi ce texte, parce que je vous ai dit tout à l'heure que, d'abord parce qu'il est très beau, ensuite parce qu'elle le dit bien, ça c'est évident, mais aussi parce que c'est là qu'on a de drôles de rimes. Le rossignol, moi je ne sais pas vous dire, je vous décris comme ça. Le rossignol aveugle essaya de chanter. Et puis, pour aller avec, vous avez, mais les frais ululant, il trembla dans sa cage. Et puis vous avez, ceci près là-bas, à l'air du pape en voyage, sous la neige. Le facteur vient de s'arrêter. On dirait que ce sont des images juxtaposées et qui n'ont rien à voir ensemble. En réalité, c'est ce que Apollinaire voit, mais au lieu de faire une histoire où il parlerait des femmes en décrivant simplement une femme dans son contexte journalier ou en train de faire ceci ou cela, il pose à côté tout un théâtre. Et d'ailleurs, un peu plus tard, on va s'apercevoir que Apollinaire va s'intéresser terriblement au théâtre, et il va s'intéresser même, il n'a pas eu le temps malheureusement, il n'a pas eu le temps, il va s'intéresser aussi au cinéma. Le cinéma est à ses débuts, mais Apollinaire est tellement curieux qu'il avait un projet des films. Voilà. Et ça non plus, on n'a pas retrouvé tous les projets d'Apollinaire. Alors à ce moment-là, il commence à publier des contes, dont l'Hérésiaque. Il rate, alors là c'est étonnant, c'est parce que justement on le connaît tellement comme poète qu'on oublie qu'il a été aussi vraiment un écrivain. Il rate à l'époque, en 1910, il rate le prix Goncourt
il obtient des voix au prix Goncourt et il rate de très peu le prix Goncourt. Alors, on fait de Apollinaire un poète extraordinaire, mais Apollinaire, c'est un écrivain dans toute la dimension du terme. Il publie L'Enchanteur pourrissant, l'Hérésiaque, L'Enchanteur pourrissant. Et puis, dans sa tête, à cette époque-là, il est toujours amoureux d'Annie Pléden, la petite Anglaise qu'il a rencontrée chez Madame de Milhaud. Alors il prend le bateau et il s'en va en Angleterre. Il va chercher, donc c'est un grand voyageur parce qu'il a déjà fait la Forêt Noire, la Prusse, tout ça. Et là maintenant il s'en va en Angleterre, il va chercher la jeune femme il s'en va chercher la jeune femme qu'il a voulu séduire et qu'il n'a pas pu séduire. Et quand elle le voit arriver en Angleterre, cette jeune femme, elle a tellement peur de lui, parce que il est passionné, Apollinaire, et il l'aime tellement qu'au lieu peut-être de l'approcher d'une façon, je ne sais rien, je ne suis pas un homme d'abord, et puis je ne suis pas Apollinaire, mais au lieu de l'approcher doucement, il essaie de la conquérir, mais à bras-le-corps. Et elle a tellement peur que le lendemain matin, de l'essai de conquête d'Apollinaire, elle prend un bateau et elle part aux États-Unis pour lui échapper définitivement. Elle n'en veut pas. Et alors là, à cette époque-là, il commence un carnet de critiques. Et c'est là qu'on le retrouve avec Picasso, avec Max Jacob, avec le douanier Rousseau. Le douanier Rousseau qui va faire un portrait, je ne sais pas un portrait tout à fait, mais presque, je vais quand même vous le montrer, je ne sais pas voilà, le douanier Rousseau a fait ce portrait de Marie Laurencin, qui est toujours, et depuis plusieurs années, avec lui, et d'Apollinaire. Mais elle aussi, on va voir, la Marie va aussi se fatiguer. C'est celle pour laquelle Ève vous a lu tout à l'heure un texte. Alors, il écrit aussi des textes libertins. Il y a chez Apollinaire un petit côté que des gens prudes pourraient lui reprocher. Mais moi, je crois qu'on ne peut même pas lui reprocher ça à Apollinaire. Parce qu'Apollinaire, même tout ce qui touche un peu au sexe, ou tout ce qui a l'air un peu bizarre, d'une façon ou d'une autre, il ne faut pas y voir un côté malsain chez lui. Je crois qu'il faut y voir surtout, plutôt y entendre surtout, la musique des mots. Il est tellement fou des mots, il est, on peut dire, vous savez, avant lui, il y a eu Verlaine, il y a eu Rimbaud, il y a eu tous ces gens-là. Il se droguait avec l'absinthe. Lui, il se drogue avec des mots. Voilà. Moi, figurez-vous que je me suis drogué avec des feutres. C'est aussi idiot. J'ai voulu dessiner, je me suis drogué avec des feutres. Je ne l'ai pas fait exprès. Eh bien, lui, il se droguait de mots. Et c'est un petit peu l'analogie que j'ai avec Apollinaire, ou plutôt c'est pour ça que j'aime Apollinaire. C'est que moi, c'est pareil. Dès que je parle de poésie, je suis folle des mots. Et j'arrive pas bientôt à laisser la parole à ma fille, et je vais la lui donner. Parce que c'est comme lui. Dans les mots, j'entends une musique. Et ça c'est le charme même de la poésie. Ça, ce sont les gens qui sont, je dirais, presque envoûtés, ensorcelés par la poésie. C'est ensorcelé. Mais au lieu de se droguer avec de la drogue, ce qu'il ne faut surtout pas faire, pas plus qu'avec des feutres, et non plus avec de l'absinthe, il se drogue avec des mots. Voilà. Il se drogue avec des mots. Si bien que dans les côtés libertins d'Apollinaire, moi, je ne vois rien de reprochable. Parce que je pense qu'Apollinaire, quand il ne pouvait pas donner un texte à une revue, quand il ne pouvait pas se jeter sur les mots, eh bien, n'importe quel mot, il fallait absolument qu'il utilise des mots. C'est comme ça. Alors là, à l'automne 1911, le malheureux Apollinaire, qui a fréquenté je ne sais qui et je ne sais quoi,
est mis en cause dans un vol de statuettes au musée du Louvre. Avant d'entrer dans ma cellule, il a fallu me mettre nue. Et quelle voix sinistre ulule, Guillaume, qu'es-tu devenu? Non, je ne me sens plus là moi-même. Je suis le 15 de la 11e. Le soleil filtre à travers les vitres, ses rayons font sur mes vers les pitres et dansent sur le papier. Dans une fosse comme un ours, chaque matin je me promène. Tournons, tournons, tournons toujours. Le ciel est bleu comme une chaîne. Dans une fosse comme un ours. Chaque matin, je me promène. Que je m'ennuie entre ces murs tout nus et peints de couleurs pâles. Une mouche sur le papier à pas menus parcourt mes lignes inégales. Que deviendrai-je, ô Dieu qui connais ma douleur, toi qui me l'as donnée? Prends pitié mes yeux sans larmes, ma pâleur, le bruit de ma chaise enchaînée, et tous ces pauvres cœurs battant dans la prison, l'amour qui m'accompagne. Prends pitié surtout ma débile raison, et ce désespoir qui la gagne. Que lentement passent les heures, comme passe un enterrement. J'écoute les bruits de la ville, et prisonnier sans horizon, je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison. Le jour s'en va. Voici que brûle une lampe dans la prison. Nous sommes seuls dans ma cellule. Belle clarté, chère raison. Voilà, donc il aura même, le pauvre Apollinaire, connu, et il n'était pas coupable. En 1912, il est toujours avec Marie Laurencin, que je viens de vous montrer avec lui, mais Marie Laurencin se fatigue. Parce que Apollinaire, il aime toutes les femmes. Mais sa compagne n'est pas obligée de supporter toutes ses fantaisies. Donc elle se fatigue et elle rompt avec lui. Et la première Marie, et cette Marie Laurencin, et Annie Plédienne, qui n'aura pas pu avoir, ce seront là vraiment les drames amoureux d'Apollinaire. Parce qu'il n'aura pas pu mener à bien les amours qu'il aurait voulu mener. Mais écoutez, quand je vais vous dire qu'il se fiance en 1918 avec Madeleine Pagès, et que le 2 mai, il se fiance en avril 1918, et le 2 mai 1918, il épouse Jacqueline Kolb. Il est quand même assez bizarre sur le plan des femmes. Hein. Bon, alors, même si on l'aime bien. Alors là, elle le quitte, et là, en 1913, ça c'est une date que vous devez savoir pour le bac. En 1913, c'est là que sortent les textes Alcool, qui est vraiment le premier pas vers la gloire, ou tout au moins vers la reconnaissance pour Apollinaire. Jusque-là, tous les autres textes, parce qu'il en a eu beaucoup, où il les a confiés à X, Y, où ils ont été publiés dans des revues. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards. L'onde se lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours sont bons, je demeure.
L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni mes amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Ce pont Mirabeau, c'est d'une musique extraordinaire, ce pont Mirabeau. Il publie, à ce moment-là, il publie la chanson du mal-aimé. On dira d'ailleurs de lui, ses copains, comme Picasso, diront que c'est surtout un mal-aimant. Plus qu'un mal-aimé, c'est un mal-aimant, parce qu'il ne sait pas aimer. Bon. Parce qu'ils vont le dire, ils vont dire tel qu'il est, il est dominateur, il est possessif et il est jaloux, et c'est vrai. Et puis, il va sortir une première lettre poème. Il va être à l'origine des lettres poèmes, et quand on sait qu'aujourd'hui, les poètes d'aujourd'hui écrivent des lettres poèmes et qu'elles circulent, la toute première, elle est Apollinaire. Et puis, il va aussi sortir le premier calligramme. Mes pauvres yeux sont pleins de vous, comme un étang de clair de lune, et je vous prie à deux genoux, au blonde qui paraissait brune. Il rejoint des amis à Nice. On est en 1914. Et là, il s'éprend de Lou. Lou, c'est une de celles dans les amours d'Apollinaire qu'on nomme très souvent. On parle toujours des amours de Lou et d'Apollinaire. Mais Lou, elle n'a vraiment pas été seule dans les amours d'Apollinaire. On parle de Marie et de Lou. Il s'engage à Nîmes, il n'est pas naturalisé français à l'époque. Il s'engage à Nîmes pour la durée de la guerre de 14-18. Entre Nice et Marseille, alors qu'il vient de tomber amoureux de Lou, il fait la connaissance de Madeleine Pagès, qui, elle, habite à Oran. D'avril 1915 à 1918, il va correspondre avec aussi bien Lou que Madeleine Pagès. Il est au front avec Lou. Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô Lou, ma bien-aimée. Et puis, mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée. Un bel obus semblable au mimosa en fleurs. Et puis, ce souvenir éclaté en l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier, la mer, les monts, les vals et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de Baratier. Souvenir oublié, vivant dans toutes choses, je rougirai le bout de tes jolis seins roses, je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point, toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur destin galant. Lou, Lou, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie, souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur. Mon sang, c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse étant la plus jolie, ô mon unique amour et ma grande folie. Il ne manque pas d'air à te dire et mon unique amour, hein, parce qu'en même temps, il se fiance avec Madeleine, hein, et il se fiance avec Madeleine, on est en avril 1918, hein, il se fiance avec Madeleine, et tu nous dis Madeleine. C'est son amour en même temps que Lou. Lou à qui il vient de dire qu'elle est son unique amour. J'espère une lettre de toi. Tes lettres d'amour sont des roses.
Un oiseau chante, ne sais où. C'est, je crois, ton âme qui veille parmi tous les soldats d'Assou. Et l'oiseau charme mon oreille. Écoute, il chante tendrement. Je ne sais pas sur quelle branche, et partout il va me charmant, nuit et jour, semaine et dimanche. Mais que dire de cet oiseau? Que dire des métamorphoses, de l'âme en chant dans l'arbrisseau, du cœur en ciel, du ciel en rose? L'oiseau des soldats, c'est l'amour, et mon amour, c'est une fille. La rose est moins parfaite, et pour moi seul, l'oiseau bleu s'égosille. Oiseau bleu, comme le cœur bleu de mon amour. Ô cœur céleste, ton chant si doux, répète-le. J'attends ta lettre comme un geste. Voilà, alors cette musique, qu'elle soit pour nous ou qu'elle soit pour Madeleine Pagès, elle est tellement belle que personnellement, on ne peut pas en vouloir à Apollinaire. Je crois qu'il ne voit même pas la différence entre nous et Madeleine Pagès. Il entend simplement l'amour qu'il a à écrire. C'est tout ce qu'il voit, lui. Il entend l'amour qu'il a à écrire. Et le reste pour lui, ses amis ont beau le dire jaloux. Non, il n'est pas jaloux. Lui, il est dans son poème, il est dans le poème. Et le poème, il est à toutes les femmes. Et quelle que soit la femme de l'instant, pour lui, c'est toujours la même. Alors, il est au front et il écrit toujours, il écrit beaucoup. C'est d'ailleurs un des poètes qui a écrit, à un moment, il dit « Mon Dieu, que la guerre est jolie ». Tellement il aime les mots, il trouve même que la guerre est jolie. C'est presque abominable de dire ça. Mais lui, ça lui permet d'écrire quelque chose. Le 16 mars 1916, il reçoit un éclat d'obus dans la tempe. Il est blessé, il est soigné, et on va le trépaner le 9 mai. C'est-à-dire, à partir de là, on va voir d'ailleurs des Picasso, la photo, mais le dessin d'Apollinaire avec un bandage autour de la tête. Mais alors là, il est plus ou moins libéré, puisqu'il était devenu, entre-temps, sous-lieutenant de l'artillerie, alors qu'il venait d'être naturalisé français. Il fallait que ce soit quand même un type courageux, et un type en même temps qui aime le pays de France, parce qu'il s'était engagé, alors qu'il aurait très bien pu ne pas le faire. Il va collaborer à des revues très hardies, des revues plus ou moins libertines. Donc, il va publier Les Mamelles de Tirésias, qui est une pièce de théâtre. Puis, il va prononcer, parce que ça, il y tient beaucoup, un discours sur l'esprit nouveau. Et plus tard, un petit peu plus tard, quand André Breton va être très à la mode et quand il va avoir son travail de surréaliste, il va dire que pour lui, pour André Breton, qui est le chef des surréalistes, il va dire, en parlant d'Apollinaire, que le précurseur du surréalisme, c'est Apollinaire. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il arrive à faire rimer des choses qui ne vont pas ensemble, mais qui s'harmonisent tellement il y met le sens, l'idée et l'esprit poétique. Voilà. Et c'est en ça que c'est un poète de première importance, Apollinaire. Alors, non seulement il s'est marié, non seulement il correspond avec nous, non seulement il se fiance avec Madeleine, mais là, le 2 mai, il a épousé Jacqueline Colomb. Je ne sais pas d'où elle vient, et d'ailleurs elle est restée sa femme, puisqu'elle est restée sa veuve, puisque lui, après, va mourir. Je vais couper un peu parce que les mots sont... Pour te guider, ô toi que j'aime, vois la veilleuse est allumée. Sont clos mes yeux tout pleins de gemmes. Ouvre les yeux puisque tu m'aimes, ouvre pour moi tes yeux fermés. Mets de l'huile dans la veilleuse, j'ai perdu la clé de mes yeux. J'ai cherché longtemps sur les routes passant, n'as-tu pas vu la clé? Rentre au logis, la belle écoute, tant d'yeux sont clos au bord des routes,
le vent fait pleurer les soleils. J'ai cherché longtemps par les villes, où est la clé des yeux fermés. Tes clés, j'en ai vu 1000 et 1000, reste avec moi dans notre ville, tu ne la trouveras jamais. J'ai cueilli ce brin de bruyère, mets-le sur ton corps pour longtemps, il me faut la clé des paupières. J'ai mis sur mon cœur des bruyères, et souviens-toi que je t'attends. Voici les portes de la ville, où j'ai laissé mon cœur d'antan. Ouvre, si tu m'attends encore, c'est moi ta bien-aimée. J'ai jeté la clé dans le lac. Sois toujours clos, les yeux fermés. Je suis veuve le jour de Pâques. Les amants vont au bord du lac, où je ne reviendrai jamais. La clé des yeux dans l'eau se rouille, je la rapporterai demain. Mais les yeux que la mort verrouille, la mort, l'amour, la clé se rouille, la nuit descend dans les chemins. Passèrent 2 cueilleurs de roses, ne vois-tu pas 2 anneaux briller? Je vois des fleurs fraîches écloses, je vois tes yeux, je vois nos roses, je vois 2 anneaux d'or à tes pieds. Dieu que c'est beau, et quelle que soit la femme à qui c'est destiné, c'est très très beau. À cette époque-là, il sort une nouvelle pièce qui s'appelle Couleur du temps. Il prépare un opéra bouffe qui s'appelle Casanova. Et le 9 novembre, fragilisé par sa blessure d'avril au front, il meurt de la grippe espagnole. Et ses obsèques ont lieu le 13 novembre. Voilà. Et il laisse une œuvre, donc, qui est encore en cours de déchiffrage. J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. Merci à vous pour l'écoute. J'espère que votre baccalauréat va très bien se passer. Voilà. Et j'espère que vous aurez lu Apollinaire et que vous pourrez dire que, encore aujourd'hui, moi qui suis longtemps après lui et loin derrière lui, la grande admiration des amis poètes ont pour ce poète. Voilà. Et il ne faut pas voir en lui ce qu'il y a de dramatique. Il faut voir en lui ce grand amour qu'il avait pour les mots, pour les inventions. Et en quelle difficulté, pendant son adolescence, il a eu à vivre. Voilà, avec son frère.